Bonjour à tous. Aujourd'hui, la formation de la gonade. Nous avons déjà commencé à étudier ce thème. Je passerai donc assez rapidement sur les premières diapos. Comme vous le savez, le karyotype d'un homme et le karyotype d'une femme diffèrent par une paire de chromosomes que l'on appelle les chromosomes sexuels. Un homme possède les chromosomes X et Y, une femme possède deux chromosomes X. Cependant, il existe des cas, comme celui de Erika Schenninger, championne du monde de descente dans les années 60 en ski, qui a découvert qu'elle était une femme, mais qu'elle possédait les chromosomes X et Y. C'est donc ce qu'on appelle un cas paradoxal. Ce cas nous amène à nous interroger sur la façon dont le phénotype sexuel d'un individu est déterminé. Le phénotype sexuel étant l'ensemble des caractères sexuels de l'individu. L'étude d'autres cas paradoxaux nous apporte un début de réponse. En l'absence de chromosome Y, dans la colonne femelle, X0 ou XXX sont des karyotypes qui conduisent à un phénotype femelle. En présence d'un chromosome Y, Y0 ou un certain nombre de chromosomes X plus un chromosome Y, dans tous ces cas, nous avons un phénotype mâle. Il semble donc que pour qu'il y ait un phénotype mâle, le chromosome Y soit indispensable et il semble aussi également que le phénotype femelle se développe en l'absence de ce chromosome Y. Ceci est un petit rappel de ce qui se passe dans les gonades, ovaires et testicules. Dans ces gonades, donc, se forment les cellules reproductrices, les ovules dans les ovaires et les spermatozoïdes dans les testicules. Les cellules qui vont donner les gamètes, les cellules reproductrices, subissent deux divisions successives. Une première où les chromosomes sexuels se séparent et une deuxième où les chromatides de ces chromosomes sexuels se séparent. Cela aboutit donc à des ovules qui contiennent, dans tous les cas, un chromosome X et des spermatozoïdes qui contiennent soit un chromosome X, soit un chromosome Y. Dans les testicules, il arrive parfois, lors de la formation des gamètes, qu'un chromosome X et un chromosome Y échangent certaines parties de leur chromatide. Ainsi, ici, nous observons un chromosome X qui a récupéré un morceau de chromosome Y, la partie la plus supérieure du chromosome Y. Si ce chromosome X est transmis et féconde un ovule, enfin si le spermatozoïde qui contient ce chromosome X rencontre un ovule, l'individu donc aura deux chromosomes X, il aura donc un karyotype féminin, 46XX, mais il sera pourvu de testicules et aura les caractères sexuels d'un homme. En revanche, si un individu hérite d'un chromosome X de sa mère et d'un chromosome Y amputé de la région 1 de son père, il aura donc un karyotype masculin, 46XY, mais aura des gonades qui ressemblent à la fois à un ovaire et un testicule, et aura plutôt les caractères sexuels d'une femme. La région 1 du chromosome Y semble donc avoir un rôle important dans la détermination du sexe masculin. Les scientifiques l'ont étudié et ont découvert la présence d'un gène, le gène SRY, c'est-à-dire d'une séquence codante dans l'ADN. Ils ont transféré ce gène à des embryons de souris femelles, donc XX, et ont regardé ce que donnaient ces souris femelles XX à la naissance. Il s'avère que ces souris ont un pénis, ont des bourses, ont des testicules, ont des voies génitales internes qui sont comparables à celles d'une souris mâle XY et s'accouplent avec des souris femelles. Elles ont donc tous les attributs d'une souris mâle. Le gène SRY semble donc le gène qui détermine le sexe masculin. Voyons maintenant comment se forme la gonade. Tout d'abord, une crête génitale envahie par des cellules germinales, c'est-à-dire des cellules qui donneront les cellules reproductrices, apparaît à 4 semaines de grossesse dans la région du rein. Cette crête génitale va évoluer jusqu'à 6 semaines, elle va s'épaissir, elle va former des cordons sexuels primitifs qui vont entourer les cellules germinales et son épithélium, c'est-à-dire l'ensemble des cellules qui la bordent, va s'épaissir également. À ce stade, la crête génitale n'est ni un ovaire ni un testicule et pourra devenir l'un ou l'autre en fonction des déterminants génétiques présents dans l'organisme. Les déterminants génétiques, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est essentiellement le gène SRY
Et donc, l'orientation de cette gonade vers une gonade différenciée dépendra de la présence ou de l'absence de ce gène SRY. Voyons maintenant comment cette gonade indifférenciée, la crête génitale, va se différencier soit en ovaire, soit en testicule. Nous retiendrons essentiellement les principales étapes sans rentrer trop dans les détails. À 8 semaines, commence cette différenciation. Si l'embryon possède un chromosome X et un chromosome Y, il apparaît des cordons à l'intérieur de la crête génitale, que l'on appelle les cordons testiculaires, qui se séparent de sa périphérie, que l'on appelle l'albuginée, qui est constituée d'une matrice extracellulaire. Ces cordons testiculaires sont reliés en interne au futur épididyme et au futur canal déférent. Il y a donc des canaux qui vont pouvoir acheminer ces spermatozoïdes qui se seront formés dans les cordons testiculaires. Dans le cas où l'embryon possède 2 chromosomes X, la crête génitale va évoluer dans le sens d'un ovaire, vers un ovaire. Les cordons sexuels primitifs qui étaient présents dans cette crête génitale vont dégénérer et vont apparaître d'autres cordons en périphérie que l'on appelle les cordons corticaux. C'est ce qui se passe sur l'image E à 8 semaines. C'est ce que l'on voit sur l'image E à 8 semaines. À 20 semaines, des follicules commencent à se former en périphérie et ces follicules entourent des futurs ovules et vont se développer progressivement, notamment à partir de la puberté. Les cordons médulaires donc, sont en régression, le rététestis est en régression également, et le futur oviducte se met en place. Résumons par un schéma l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, l'apparition à la 4e semaine de grossesse des crêtes génitales, qui sont des gonades encore indifférenciées, puis la formation dans ces crêtes génitales à la 6e semaine de cordons sexuels primitifs. Nous sommes encore là au stade indifférencié. Puis, selon qu'il y a le gène SRY ou pas dans l'organisme, la gonade va s'orienter vers le testicule ou vers l'ovaire. À 8 semaines, donc, avec le gène SRY, nous avons formation d'un testicule qui contient des tubes séminifères, qui sécrétera de la testostérone grâce à des cellules particulières dans ce testicule qu'on appelle les cellules de Leydig que nous verrons tout à l'heure. Sans le gène SRY, la gonade évolue dans le sens d'un ovaire. Il y a évolution ovarienne, les cordons sexuels primitifs dégénèrent, des cordons ovariens se forment et des follicules se forment. Voilà un petit peu le travail que je vous avais demandé pour le vendredi 20 à partir des documents de l'ENT, mais je sais qu'il a été compliqué de se connecter à l'ENT. Voici l'organisation d'un testicule. Nous aurions dû observer cela au microscope en classe. Donc nous constatons que ces testicules sont constitués de tubes, que l'on appelle des tubes séminifères, et vous avez une coupe transversale dans un tube séminifère qui montre donc le contour de ces tubes en bleu. À l'intérieur de ces tubes, nous trouvons des cellules qui vont donner les spermatozoïdes, que l'on appelle les spermatogonies. Ces cellules subissent donc des divisions et vont former des spermatozoïdes qui se trouveront donc à l'intérieur de ces tubes, qui sont reliés à l'épididyme et au canal déférent. Entre les tubes séminifères, nous trouvons des cellules que l'on appelle de Leydig. Ces cellules de Leydig vont avoir un rôle important dans l'apparition des caractères sexuels du masculin, car elles produisent une hormone que l'on appelle la testostérone. Donc ici, les cellules de Leydig. Ici, donc, nous avons une coupe interprétative de l'image précédente, de la coupe transversale à travers un testicule. On observe donc les tubes séminifères qui sont délimités par des traits bleus et rouges. Entre ces tubes séminifères se trouve le tissu interstitiel. Ce tissu interstitiel contient notamment les cellules de Leydig, et ces cellules de Leydig, donc, nous l'avons déjà dit, sont productrices de testostérone, responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires chez le garçon.
Dans un tube séminifère, il y a donc des cellules nourricières qu'on appelle les cellules de Sertoli qui vont nourrir les spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, eux, se trouvent plutôt à l'intérieur du tube, dans ce qu'on appelle la lumière, parce que c'est la partie la plus claire du tube. Et dans la partie périphérique du tube, nous allons trouver donc des cellules qui vont se diviser, subir ce qu'on appelle la méiose, se diviser et former des spermatozoïdes. Nous avons ici une coupe à travers un ovaire, donc à travers la gonade féminine. Cette gonade présente des follicules immatures en quantité importante, 95% des follicules sont des follicules immatures. Il y en a beaucoup à la naissance et une grande partie de ces follicules dégénèrent jusqu'à la puberté. À partir de la puberté apparaissent des follicules mûrs, c'est-à-dire des follicules, comme on le voit sur cet agrandissement, qui sont dotés d'une cavité. On voit que les follicules, ce sont des cellules qui entourent le futur ovule et qui vont notamment permettre son développement et qui vont aussi participer à son expulsion lors de l'ovulation. Sur cette coupe interprétative d'une partie de l'ovaire, on observe donc des follicules à différents stades de développement, de petits follicules qu'on appelle les follicules primaires qui entourent des futurs ovules et qui sont encore constitués de très peu de cellules, puis des follicules secondaires où on voit déjà des cellules en plusieurs couronnes autour du futur ovule, et puis enfin donc des follicules tertiaires avec une cavité et entourés d'un grand nombre de cellules qui forment plusieurs couches, des couches granuleuses et des couches qu'on appelle de TEC. Bon, ce sont des détails qui ne sont pas forcément, qui n'est pas forcément nécessaire de retenir.